Pour cette 6e petite chronique sur les abeilles, nous verrons comment apparaissent les jeunes mâles reproducteurs, appelés souvent les faux bourdons. Ils seront tour à tour parasites, puis géniteurs. Nous évoquerons leur bref destin amoureux et tragique. Un peu avant la période où sont construites les cellules de reine, les ouvrières vont également construire des rayons de couvain particuliers. Les alvéoles sont légèrement plus grandes que celles des ouvrières. Ces cellules vont en effet abriter le développement des jeunes mâles, qui sont légèrement plus gros que les ouvrières. La reine y pondra des œufs haploïdes, c'est-à-dire qui ne possèdent qu'un seul lot de chromosomes. Tous leurs chromosomes appartiennent à la lignée maternelle. En effet, les œufs sont issus d'ovules non fécondés. Car, comme je vous l'avais déjà dit, la reine peut contrôler et fermer à volonté sa spermathèque. Cet organe qui renferme et conserve les spermatozoïdes accumulés depuis le vol nuptial. Pour obtenir des jeunes mâles, il n'y a donc pas de fécondation. Les œufs ne contiennent que des gènes venant de leur mère. Seule la lignée maternelle est ainsi transmise par les mâles. Lorsque les jeunes mâles auront éclos, ils seront d'abord nourris par les ouvrières. Ensuite, ils devront se servir directement dans les rayons de miel ou mendier leur nourriture. En effet, ils sont très mal équipés pour se nourrir, presque incapables de butiner. Quand les conditions extérieures deviendront favorables, que les jeunes reines seront susceptibles de s'envoler des ruchers alentours, les jeunes mâles sortiront des ruches. Ils se rassemblent en un énorme nuage bourdonnant, contenant plusieurs milliers d'individus. Ces nuages de bourdons se rassemblent en des lieux privilégiés. Ce qui est remarquable, c'est que les lieux peuvent être les mêmes pendant plusieurs années. Les jeunes reines vierges, comme nous le savons, sortiront quand les conditions météorologiques sont favorables. Elles se dirigeront vers ces nuages, lieu d'accouplement possible, et les mâles les poursuivront une à une jusqu'à ce que l'un d'eux atteigne son but, dans un accouplement réussi, mais qui lui coûtera la vie, car il sera incapable de libérer ses organes et sera éventré après l'amour. Cependant, pour l'espèce, il a gagné, car ce sont ses gènes, ses caractères personnels qui seront transmis aux futures générations d'abeilles par les femelles fécondées. La reproduction et la transmission des caractéristiques de l'abeille domestique, Apis mellifera, est fort complexe, comme vous le voyez. Mais c'est un magnifique succès écologique. En effet, cette espèce, bien que favorisée et déplacée par l'homme, sans doute est-elle née en Afrique, au centre ou à l'ouest. Actuellement, LSM vit, se reproduit sur 4 continents. Les 2 continents américains, l'Australie et l'Europe. Sa variabilité génétique, réalisée par ces relations complexes entre les mâles et les femelles, est donc très grande, ce qui donne un potentiel adaptatif maximal et qui lui permet de vivre et de se reproduire dans des milieux fort différents, avec succès. Dans notre prochaine chronique, nous évoquerons plus précisément la place de l'abeille dans des écosystèmes complexes que constitue le vivant et les liens qu'elle tisse avec les plantes à fleurs, bien sûr, certains oiseaux, les indicateurs, certains grands mammifères qui l'aident, et l'homme, bien sûr, avec lequel elle a depuis des millénaires la relation la plus complexe. Bonsoir.